Eh bien, bonjour à tous, merci d'être venus, et puis merci donc à Philippe Roussel et puis Marc Coutevard pour leur invitation. Donc je m'appelle Cédric Girard, je suis chargé de recherche au CNRS, au LIARM de Montpellier, et aujourd'hui je vais vous parler des robots Vine, qui ont un mode de déploiement assez particulier. Donc avant de venir au CNRS en France, j'ai travaillé pendant 4 ans en Californie dans un laboratoire qui développait ces robots. Et donc c'est une technologie que je ramène ici donc en France depuis janvier, que j'essaie de développer localement ici. Alors les robots Vine, ce sont des robots souples, et avant de vous en parler plus en détail, il convient de préciser un petit peu ce que sont les robots souples, et pour cela je vais les situer dans la grande famille des robots. Alors on a typiquement des robots rigides, traditionnels, comme les robots KUKA, des robots industriels. Par exemple, le cas de celui-ci qui est non redondant, ça veut dire que pour une pose de son effecteur, on a une seule forme de robot. On peut rajouter de la redondance, et dans le cas extrême, on se trouve dans la famille des robots hyper redondants, qui ont plus de liaisons, et donc qui ont une variété de formes qui est très grande pour une pose de leur effecteur souhaité. Si on pousse ce concept un peu à son paroxysme, on se retrouve avec des robots qu'on appelle continus, qui sont dépourvus de liaison, qui peuvent se déformer de manière continue sur toute leur longueur. Et on a une déclinaison de ces robots continus avec des matériaux souples, et on se retrouve ici par exemple dans le cas de Gripper, qui sont donc, des systèmes qui sont faits dans des matériaux élastiques, ce sont souvent des structures gonflables. Et donc le robot que je vais vous présenter, c'est un robot souple. L'avantage de ces robots, c'est une certaine souplesse qui permet des interactions sûres avec l'environnement, donc qui permet un maximum de sécurité au niveau du contact. Alors je vais vous parler des robots plutôt traditionnels, des robots d'inspection par exemple. Ces robots-là, souvent, ils sont poussés à leur base. On les déploie en les tenant à leur base et on les insère dans l'environnement. Ça peut créer quelques limitations, par exemple, ça va créer du frottement entre le robot et son environnement. Au fur et à mesure du déploiement, on va avoir des difficultés à l'insérer. Alors l'avantage du robot Vine, donc c'est un robot souple, qui a un mode de déploiement particulier, c'est un robot qui avance dans son environnement par croissance. Vous allez le voir sur cette vidéo, c'est un robot qui a une matière qui est stockée à l'intérieur de son corps. La vidéo ne fonctionne pas, ce qui est très dommage. Ah, si, voilà. Donc la matière est stockée à l'intérieur du corps du robot, et sous l'effet de la pression, cette matière va se déployer et s'inverser à son extrémité. Donc on voit le robot grandir, tout en ayant le corps du robot qui est fixe. Donc c'est un robot qui peut se déployer sans frottement avec son environnement, et c'est un robot qu'on va pouvoir déployer sur des longueurs plus importantes. Alors ces robots-là sont des robots bio-inspirés. Il y a des exemples dans la nature d'organismes qui se déploient selon ce schéma-là. Je vais vous citer 3 exemples. Donc le premier exemple, c'est les racines de plantes. Donc vine veut dire vigne en anglais, donc, qui nous rappelle donc, ces plantes qui grandissent de cette manière. Et ici on a l'exemple des racines de plantes qui grandissent de cette manière. Donc on a une partie qui est rigide à l'extrémité et tout le reste en fait est stationnaire. Ces racines croissent à leur extrémité. On a un autre exemple qui est les yeux des escargots. Donc ici vous en voyez un qui est en train de se rétracter, qui va se déployer ensuite selon ce même principe d'éversion. Et enfin, un exemple un peu curieux, le pénis de canard se déploie selon ce schéma-ci. Donc vous avez une vidéo aussi, une animation justement de ce mode de déploiement qui fonctionne également par éversion. Donc, 3 exemples bio-inspirés de ces robots, de ces systèmes organiques qui ont donné lieu à la création des robots Vine. Alors ces robots, vu qu'ils se déploient sans frottement avec l'environnement, il y a tout un champ d'applications qui sont ouverts grâce à ce nouveau mode de déploiement, et notamment des applications médicales. Ici, par exemple, dans mon ancien laboratoire, un prototype pour le déploiement dans le système vasculaire. C'était un robot qui fait à peu près 5 mm de diamètre, qu'on a pu déployer ici jusqu'au niveau du cœur, et ensuite on a fait prendre une branche pour rejoindre la carotide, la base du cerveau. On a des applications également pour tout ce qui est intubation de patients. Donc c'est pareil, ce sont des outils qu'on doit insérer normalement avec du frottement dans la gorge du patient. Ça peut être douloureux, ça peut être compliqué.
Ici, on a un système qui va grandir par croissance. Et donc, c'est le dispositif que vous voyez en bleu qui va être déployé dans la bouche par un système pneumatique qui va grandir jusqu'au poumon du sujet. Un autre exemple ici, donc en 2020, c'était l'inspection de sites archéologiques, donc des zones qui sont confinées, difficiles d'accès, sur des longueurs importantes. Il faut pouvoir s'y déployer. Ces robots-là le permettent. Le cas également d'antennes déployables, donc un vine qu'on va grandir avec des lames de métal le long de son corps qui vont permettre de recevoir des signaux radiofréquences en fonction de la longueur déployée, de la largeur de ces bandes métalliques. Encore un exemple ici, le déploiement dans des sols sablonneux. On a tous vécu une arrivée sur la plage, on essaie d'enfoncer un parasol, c'est compliqué après quelques centimètres. Ici, on a un système de déploiement donc sans frottement avec un système qu'on appelle de fluidisation. À l'extrémité du robot, on va venir souffler de l'air qui va venir fluidifier le sable et qui va permettre de grandir à l'intérieur avec des efforts minimaux. Un dernier exemple, c'est pour tout ce qui est opération de search and rescue, lors d'un éboulement, lors d'un séisme, pouvoir progresser entre des déblais pour rejoindre des personnes ou quoi que ce soit qui se trouvent sous les décombres. Alors on m'a dit que j'allais faire un public de techniciens, d'ingénieurs peut-être un petit peu. Il va y avoir une ou deux équations pour vous montrer comment ces robots fonctionnent. Donc on a le corps du robot, on a la matière centrale qui va arriver jusqu'à l'extrémité, qui va s'inverser. Donc ces robots, on peut les modéliser en faisant un équilibre des forces au niveau de ce qu'on appelle la queue du robot. Donc la queue du robot, c'est la partie qui est à l'intérieur, le corps, c'est la partie qui est déployée. Avec un équilibre des forces à ce niveau-là, on a une partie de force qui va venir créer la croissance. Donc c'est une force qui est liée à la pression qu'on va venir appliquer dans le robot. Et cette force qu'on va venir appliquer, elle doit compenser des forces de frottement qui se trouvent à l'intérieur du robot. Il y en a une qui est liée à l'inversion même du matériau. Le fait d'inverser ce matériau-là nécessite un effort. On a un composant ici sur lequel je ne m'attarderai pas trop. C'est pour la croissance de vannes. Quand ils grandissent de manière très très rapide, on a des effets cinématiques importants. Pour tout ce qui est application médicale, application industrielle, on se déploie souvent de quelques centimètres par seconde. Donc ça a relativement peu d'intérêt ici. On a un terme ici de frottement entre cette matière qui se déploie le long du robot et le corps du robot. Ici, sur une coupe, on voit que la matière qui est à l'intérieur va venir toucher le corps, et donc ça crée du frottement. Pareil, ici, le long de zones de courbure, on a des frottements assez importants. Pour chaque zone de courbure, des frottements qui sont beaucoup plus importants que dans les lignes droites. Et donc ça, ce sont deux éléments qui vont faire que plus le robot va grandir, plus on va avoir du mal à le faire grandir, plus il va y avoir de frottement. Donc on a une partie ici qui ne dépend pas de la forme du robot, qui ne dépend pas de sa longueur déployée, et une partie en dessous qui va dépendre de la longueur déployée du robot, puis ça dépend de la zone de frottement entre la queue du robot et le corps du robot. Alors ces robots-là deviennent surtout utiles si on peut insérer des outils à l'intérieur, des caméras, des pinces, des choses de ce type-là. C'est difficile d'intégrer des outils à l'intérieur de ce robot-là, puisqu'en fait on a la pression qui va venir fermer l'orifice ici qu'on pourrait avoir et qui mène à l'extrémité du robot. Donc pour pouvoir avoir un orifice ouvert, on a développé un concept qui permet justement d'avoir un élément rigide à l'intérieur, toujours ouvert. Donc c'est un canal d'accès en bleu ciel ici, qui permet le passage d'outils. Et donc on a un modèle un petit peu différent là-bas. Le challenge de ce robot, c'est qu'en fait la matière qui se déploie là doit se translater par rapport au canal d'accès. Et donc la partie ici critique dans le modèle de ce robot, c'est les frottements justement ici, sur toute une zone cylindrique entre le canal d'accès et la queue du robot. Donc des zones qui doivent être en mouvement relatif l'une par rapport à l'autre. Donc ça c'est le challenge du moment, c'est un challenge auquel on s'est intéressé il y a quelques mois, et qui a donné lieu à des travaux assez récents que je vais vous présenter ici de manière assez succincte, pour une application médicale qui est par exemple la colonoscopie. Colonoscopie, donc on doit pousser un élément rigide dans le corps du patient. C'est quelque chose qui peut créer de l'inconfort. Enfin, tout d'abord je vais vous détailler des durs. On doit tout d'abord déployer le colonoscope, et ensuite, lors du retrait, c'est là qu'on vient inspecter les murs du gros intestin. Donc il faut déjà pouvoir insérer ce robot. Donc il y a du frottement à vaincre avec le gros intestin du patient.
Ça peut créer un endommagement de la paroi du gros intestin, ça peut créer aussi des saignements, et ça peut créer aussi une incapacité à se déployer. Donc, il n'est pas possible, par exemple, de se déployer dans tout gros intestin, c'est-à-dire que du coup, le diagnostic n'est pas possible dans ce cas extrême. Et donc, c'est une application idéale pour le robot Vine, et c'est une application à laquelle on s'est intéressé. Donc, ce qu'on a pu développer ici, c'est un robot assez innovant qui permet de vaincre les frottements entre la queue du robot et le canal d'accès, qui nous permet d'avoir des longueurs déployées assez importantes. On a pu réaliser ici un prototype de 13 mm de diamètre, donc c'est le diamètre des colonoscopes courants actuels. Et donc c'est un robot qu'on a pu déployer sur 1,50 m, qui est donc la longueur du gros intestin, ce qui permet de valider un diagnostic complet du robot dans ces cas-là. Donc vous allez voir ici un premier prototype qu'on a pu déployer, donc une vitesse accélérée x2 ici, avec un canal d'accès qu'on va retrouver à l'extrémité du robot, donc un petit tube qui dépasse ici, et le corps du robot qui se déploie donc sans frottement avec son environnement. Le prototype initial, comme je vous l'ai présenté avant, le concept initial où on a la queue du robot le long du canal d'accès est assez limité en termes de longueur de déploiement, parce qu'en fait on a du frottement sur toute cette longueur. Pour ce prototype-là, la longueur initiale, si on reprend le concept de la littérature, il est de 36 mm. Et avec la solution innovante qu'on a pu créer ici, on a 1,50 m de déploiement, donc un facteur 42 sur la longueur de déploiement, ce qui permet justement de débloquer un nombre d'applications assez important. On voit le robot ici qui arrive, donc en fin de déploiement. Voilà. Donc ces robots, ils ont beaucoup d'avantages. Ils ont aussi quelques points faibles. Il y a encore quelques challenges qu'on doit résoudre, notamment la rétraction de ces robots. Les faire grandir, c'est assez simple. On les pressurise, ils s'inversent, ils grandissent facilement. Pour les retirer, on voudrait garder les mêmes bénéfices, donc de retrait sans frottement avec l'environnement. Donc on voudrait pouvoir tirer par exemple sur la queue du robot et avoir la matière qui rentre à l'intérieur avec le corps qui reste stationnaire. Ça ne se passe pas aussi bien que ça. Vous allez voir ici le cas d'un robot qu'on essaie de rétracter. Donc, ici on est dans la phase de déploiement, dans un environnement simulé avec des cylindres de mousse. Lors du retrait, on voit justement qu'en fait le corps du robot va se comporter comme une poutre qui va venir flamber, donc s'écraser sur elle-même lorsqu'on vient tirer sur la matière centrale. Et donc ici, par exemple, on voit qu'on peut causer des dommages à l'environnement. En tout cas, la forme du robot n'est plus contrôlée pendant la phase de retrait. Il y a des approches qui permettent de résoudre ce problème en mettant un système de rembobinement de matériaux à l'extrémité du robot. Ça ne fonctionne pas à petite échelle, en tout cas ça, pour des robots, par exemple pour tout ce qui est déploiement dans la vasculature, dans le système vasculaire qu'on veut de quelques millimètres de diamètre, il n'y a pas la place pour intégrer ce type de mécanisme à l'intérieur. Un autre topic qui reste encore un peu ouvert également, c'est le contrôle de la forme de ces robots. Donc ça nécessite d'avoir des actionneurs placés sur son corps pour pouvoir le courber. Et donc il y a quelques approches qui ont été présentées avec des actionneurs ici pneumatiques qui sont fixés le long du robot, donc de manière axiale. Donc on a 3 actionneurs qui permettent de le courber dans l'espace 3D. Pareil, il y a encore ici des travaux à faire pour pouvoir miniaturiser ces technologies et faire des dispositifs qu'on puisse utiliser dans le corps humain, par exemple pour des applications dans le système vasculaire. Donc voilà, problème de rétraction, problème de changement de forme, et ces deux problèmes combinés aussi qu'on retrouve à très petite échelle pour des applications miniaturisation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir.